Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, si vous écoutez pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Le papier dominoté à la feuille, savez-vous ce que c'est ? Eh bien, c'est l'ancêtre du papier peint. Une technique artisanale qui date du XVIIIe siècle, qui consiste à imprimer feuille par feuille sur des planches gravées de motifs, puis à les peindre à la main ou au pochoir. C'est ce savoir-faire ancestral que proposent Vincent Farelli et Jean-Baptiste Martin, diplômés en patrimoine français, via leur marque à Paris chez Antoinette Poisson. Au programme, des décors d'exception, des ambiances sur mesure, des pièces uniques et surtout un grand bond dans le passé, ce qu'il y a de plus tendance aujourd'hui. Bonjour Vincent, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une question toute simple sur le papier peint dominoté. D'ailleurs, est-ce qu'on dit papier dominoté ou papier peint dominoté ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on dit plus couramment papier dominoté. Le papier peint dominoté, c'est une application du papier dominoté. Le papier dominoté, c'est l'ancêtre du papier peint, comme vous venez de le dire. C'est une feuille de papier de format environ 45 par 35 cm et qu'on raboute, c'est-à-dire qu'on colle bout à bout au mur pour créer un décor de papier peint. D'accord. Alors, c'est l'ancêtre du papier peint, alors qu'on ne connaît pas forcément cette formule. Comment ça se fait ? Ça disparaît en fait à la fin du XVIIIe siècle au profit de papier peint en rouleau. À l'époque, donc il n'y avait pas de papier peint. Ces papiers-là, ils étaient mis au mur ou comment est né le papier peint en fait ? Alors le papier peint naît c'est assez intéressant, c'est un édit que fait Louis XIV qui interdit d'imprimer des indiennes. Donc on interdit d'imprimer du tissu, ce qui concurrence les manufactures royales. Et tous les imprimeurs graveurs de planches se sont tournés vers un autre support, le papier. Donc on commence à imprimer des papiers avec des motifs textiles et ces papiers vont servir à couvrir des murs en fait à la place du tissu ou à la place de la peinture murale et on va faire des décors muraux à partir de papier. Mais on n'a pas encore inventé le rouleau. Donc on colle bout à bout des feuilles imprimées et peintes à la main. Donc vous, c'est une technique ancestrale que vous avez reprise. Comment vous le fabriquez ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement comment ça se passe sans se noyer dans les détails ? Mais c'est une impression, par exemple, à la planche, c'est-à-dire ? L'impression à la planche, c'est en fait un bois gravé au XVIIIe siècle, une planche gravée qu'on encre et qu'on imprime sur un support papier. Ensuite, cette impression, elle peut être mise en couleur. Donc on peint au pochoir ou à la main les feuilles de papier une à une. S'il y a plusieurs couleurs, du coup, il y a plusieurs impressions, il y a autant de couleurs que d'impressions ? Alors cette technique d'impression successive va arriver un petit peu plus tard. Le papier dominoté, c'est par essence une seule impression et des couleurs peintes à la main. D'accord. Donc... Après, il peut y avoir des impressions successives, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs tampons avec différentes couleurs qui se superposent, mais ça arrive plutôt rarement. Donc là, par exemple, on est dans un petit boudoir avec votre papier peint. Chaque motif a été peint à la main au pochoir. Chaque feuille est raboutée, donc chaque feuille qu'on voit ici est peinte à la main. Donc on a une espèce de vibration en fait, qui se crée au mur, puisqu'il faut environ 8 feuilles pour faire 1 mètre carré, et vous avez comme ça au mur, chaque centimètre carré est peint à la main, et donc jamais identique. Et vous mettez combien de temps pour peindre une feuille ? Alors le temps, c'est assez variable selon la complexité du papier dominoté et en fonction surtout du nombre de couleurs. Parce que à partir du moment suite à l'impression, on applique des couleurs sur le papier dominoté, une couleur correspond à un passage de pochoir. Donc on peut en avoir jusqu'à 5.
Et c'est assez variable. Voilà, on peut mettre 1 heure ou 2 heures par papier dominoté, selon la complexité. Vous travaillez à la commande ? Alors, il y a deux axes. On propose les papiers dominotés pour la décoration, donc comme on vient de le dire, pour des décors muraux. Donc là, c'est à la commande. Soit on travaille avec des décorateurs directement, ou on travaille avec des clients privés. Et puis, on propose aussi en boutique des papiers dominotés à la feuille qui sont voués souvent à être encadrés, que l'on vend feuille par feuille. Il y a 0 machine, tout est fait à la main ? Alors, tout ce qui est fait en papier est fait dans notre atelier à Paris, que ce soit le papier dominoté. Donc là, effectivement, on travaille avec une presse à bras que l'on a aménagée pour le format de nos papiers dominotés. Et puis, nous avons aussi une grande imprimante pour l'impression de nos papiers peints en rouleau. Alors, vous lancez le papier peint, c'est votre nouveauté. Oui, c'est le papier peint en rouleau. C'était un souhait qu'on avait, et notamment de par la demande qu'on avait des décorateurs ou des particuliers qui aimaient beaucoup nos motifs, mais qui trouvaient aussi complexe le fait de juxtaposer des feuilles bout à bout au mur. Alors on a vraiment 2 types de clientèle. C'est des gens qui vont vouloir tapisser tout d'un coup une pièce entière avec du papier peint en rouleau, ou des gens qui veulent juste faire un intérieur de placard, par exemple, un intérieur de vaisselier, juste un pan de mur, une tête de lit. Et là, c'est très beau aussi de le faire en papier dominoté. C'est vous qui faites tout ça ? Vous avez des employés ou vous mettez la main à la pâte ? Alors, on va dire qu'on est multitâche. Donc, on est un peu sur tous les fronts. On va être à la fois sur la création, mais aussi sur la gestion de l'atelier, l'impression, la mise en couleur. Et évidemment, on ne travaille pas tout seul. Donc, on est une équipe formidable avec nous. Vous êtes combien dans l'atelier à peu près ? On est 6, mais c'est assez variable en fait. On peut être plus si on embauche des gens en freelance. Et c'est quel type de métier justement ? Alors c'est assez amusant parce qu'on a beaucoup de liens avec les peintres en décor, notamment, qui ont une vision des couleurs par exemple, et une manière aussi d'appréhender la peinture. Donc c'est manuellement, je veux dire, c'est des gens qui sont pros. Et puis on a eu beaucoup de gens qui venaient du textile. Tissage notamment, broderie. Voilà, c'est des gens qui ont une affinité avec le tissu en premier et puis ensuite le papier. Justement, sur la couleur, les motifs, qui est-ce qui les dessine ? Quelles sont vos inspirations ? C'est beaucoup de motifs anciens, ils sont repris ou ils sont recréés à partir d'inspirations de motifs anciens ? Alors, il y a plusieurs choses. On est collectionneur depuis toujours de papier dominoté, de papier peint ancien. Dans un premier temps, on s'est inspiré de nos collections personnelles pour recréer des papiers dominotés. Et puis, on a travaillé aussi avec des musées en partenariat avec eux pour rééditer des papiers de leur collection. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a commencé à dessiner des motifs dans l'esprit du XVIIIe siècle, dans l'esprit des papiers dominotés, et voilà, dans toute, que ce soit floral ou géométrique, dans vraiment toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver dans les papiers dominotés XVIIIe. Et ces dessins, on les fait, donc Jean-Baptiste et moi-même. Voilà, il y a toujours un échange constant. On ne dessine jamais quelque chose sans qu'il y ait le regard de l'autre. On fait vraiment à 4 mains les dessins. Comment vous définiriez votre style, votre univers ? C'est un univers 18e, à la fois très rustique, assez naïf, et des motifs donc empreints vraiment de patrimoine. Enfin, je pense qu'on ressent quand même l'histoire de la décoration française du XVIIIe siècle, mais en même temps, il y a beaucoup de modernité et un graphisme assez moderne dans le tracé, notamment dans les motifs géométriques, mais aussi floraux. C'est très, très naïf et très... Ouais, c'est un style 18e pourtant qui est très actuel. Comment ça s'explique ? Pas facile comme question. Les dessins qu'on trouve, les dessins historiques de papier dominoté, il y a ce côté
qu'on nomme en Italie arte povera, c'est-à-dire que c'est assez c'est simple dans la réalisation, un peu brut dans le trait. On n'est pas du tout dans quelque chose où il y a trop de fioritures, mais à la fois c'est charmant et chatoyant. En fait, il y a un côté dans les couleurs. Et dans le trait, il y a ce côté un peu, comme disait Vincent, un peu naïf, un peu brut, et qui plaît aujourd'hui. C'est des dessins où on voit cette expression qu'on entend souvent, l'empreinte de la main. C'est-à-dire que on voit les traits de pinceau, on voit les couleurs se superposer, déborder. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche puisqu'on voit le travail artisanal. Les couleurs aussi, votre palette de couleurs, elle est inspirée plutôt de cette époque-là. Oui, tout à fait. En fait, il y a 8 ans, quand on a commencé l'aventure Antoinette Poisson, on a commencé par s'inspirer de ces collections de papier qu'on a amassées au fur et à mesure des années. Et on s'est inspiré des couleurs, donc 18e, en se faisant toute une palette. On a fait un petit livret de couleurs avec les mélanges qu'on a réussi à recréer. Et on s'en inspire toujours aujourd'hui pour... dès qu'on sort un nouveau papier dominoté ou une nouvelle collection de papier peint ou de tissu, on s'inspire toujours de ce carnet. Alors, vous avez un univers qui est bien à vous. Vous suivez pas particulièrement les tendances. Dans notre monde actuel, comment s'affranchir de ça, justement? Comment ne pas rentrer dans les codes trop marketing, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question un petit peu difficile puisque on va dire que depuis le début, on a suivi un peu nos instincts. C'est des choses. On n'est pas une entreprise, enfin une marque où tout est fabriqué d'avance, où tout est conçu à l'avance. C'est-à-dire qu'on a apporté chacun nos envies et le style qu'on aimait beaucoup. C'est vrai que Vincent était plus porté sur la fin du XVIIIe siècle et l'époque directoire, enfin des choses un peu plus sobres. Moi, j'étais plus dans des choses plus Louis XV. Au départ, on a un petit peu amené chacun nos envies et notre style pour pouvoir le développer. Et Antoinette Poisson, le style est très ancré sur une période historique, mais pas que, puisqu'on va essayer de créer d'autres dessins qui sont un peu dans cette veine, et puis d'autres objets. Et on avance comme ça, un peu à l'instinct, en se disant, en fait, tout ce qu'on va pouvoir créer, c'est des choses qu'on a envie de mettre chez nous, c'est des choses qu'on a envie de voir vivre, et tout ce qu'on peut créer, c'est des choses qui vont nous plaire personnellement. Qui sont vos clients? Qui est-ce qu'achète vos papiers? Donc nous avons des décorateurs avec qui nous travaillons depuis le début de la création d'Antoinette Poisson, et puis des clients privés qui viennent toquer à notre porte et qui nous ont connus à travers soit la presse, soit les réseaux sociaux. Et puis on travaille aussi avec des revendeurs que nous avons rencontrés au travers de Maisons et Objets, que nous avons fait dès la première année de la création d'Antoinette Poisson. Et puis un autre axe dont on n'a pas parlé aussi encore, c'est on travaille régulièrement avec des marques qui nous commandent des motifs pour être appliqués, par exemple sur des packaging ou sous forme de collaboration. Alors, du coup, vous faites aussi la pose par exemple, pour ces décorateurs ou sur des chantiers, ou pas du tout? Vous vendez juste le papier? En fait, la formation de restaurateur du patrimoine qu'on a faite nous a appris justement à poser les papiers, à les restaurer. Et ça, c'est des acquis qu'on a évidemment conservés. Au niveau de la prestation, comme on est une petite entreprise, c'est vrai qu'on va avoir envie d'aller au bout du projet. Donc, en fait, de la création du motif, de l'impression, mise en couleur, tout le lien avec le client, c'est quelque chose qu'on apprécie aussi. Donner des conseils, aller chez le client, voir son intérieur, essayer de le conseiller et de l'aider dans ses choix, va jusqu'à la pose du papier. Alors là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme la mise en place de tissus au mur, etc. Il y a d'autres professionnels avec qui on travaille, mais le papier peint, on est tout à fait à même de le poser, et parfois ça nous fait vraiment plaisir de le faire.
Voilà, on se déplace et on voit le projet fini. Et alors, le fait que ce soit un produit qui soit réalisé à la main, il y a une possibilité de défaut. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, qui rend votre papier authentique et surtout, qu'en pense le client? Bah, les irrégularités en fait qu'on va avoir sur un papier dominoté, donc même des défauts d'impression. Alors, faut pas dire défaut, mais c'est des. Oui, pardon, c'est pas défaut. C'est des défauts, c'est des irrégularités. Donc, puisque chaque feuille va être juxtaposée, elles sont toutes différentes, et c'est ça qui est beau au mur. Il y a des décalages de couleurs, on le voit sur les papiers dominotés anciens, et on va avoir nos clients, les gens qui nous apprécient et qui viennent chercher ce produit. Je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est quelque chose de moins normé, de moins uniforme. Et puis, avec le fait à la main, ça c'est important. Et sur mesure, puisque en fait, dans le papier dominoté, quand on a des projets de papier peint, on propose vraiment aux clients des couleurs sur mesure. Et c'est tout d'un coup, on a un décor unique au mur. Vous proposez aussi du tissu au mètre en lin. Est-ce que c'est la même, j'imagine que c'est pas la même technique, comment vous fabriquez? Alors, on travaille, là, on sous-traite la partie textile avec une manufacture en Mayenne qui nous imprime sur donc notre lin français tissé en France, les motifs, soit au cadre, donc en sérigraphie, soit en numérique. Vous êtes lancé aussi dans le tissu. Pourquoi ne pas être resté sur le papier? Alors, le tissu, c'est quelque chose qui complète évidemment le papier peint. C'était une évidence. Et dès nos débuts, on a fait du tissu imprimé, qui était imprimé à la planche, mais sur des tout petits coupons de format domino qu'on raboutait, qu'on cousait bout à bout. C'était un tel travail et on pouvait pas tout faire avec ce format. Donc, on a embrayé sur la fabrication de lin au mètre. Et puis, ça permet de faire des décors complets. Oui, c'est vrai. Vous travaillez avec d'autres marques parfois. Vous avez toute une collab avec de vaisselle avec Gien. Vous avez travaillé avec Diptyque et aussi avec Alix Derenis que j'avais reçue dans l'épisode, je sais pas, 18, 19, 20. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Quel point commun vous avez avec cette marque? Alors, avec Alix, on a, je pense, cette envie de créer quelque chose de nos mains avant d'en faire autre chose. C'est-à-dire que c'est comme le papier dominoté, le tissu ou les objets qui vont pouvoir sortir de notre atelier. À la base, tout part d'un dessin chez nous. Chez Alix, ça va être une forme qu'elle a créée de ses mains qui est ensuite moulée et puis produite en série. Mais oui, il y a cette volonté peut-être d'imperfection dans le travail de base qui donne beaucoup de charme à l'objet. Il y a tout un sujet, on avait beaucoup parlé avec elle de l'artisanat. Vous avez fait l'Institut national du patrimoine et de la Sorbonne. D'où vous est venu cet intérêt pour le patrimoine, le passé? Alors je pense, je parle pour toi Jean-Baptiste, je pense que ce soit pour toi ou pour moi, on a eu depuis enfant vraiment cette attirance pour l'objet ancien, pour les antiquités. Et je me rappelle depuis tout petit avoir fait des brocantes avec ma maman. Voilà, vraiment une sensibilité pour l'ancien, pour le beau et les belles matières. Et je pense que ça vient de là, tout naturellement. On a eu envie de créer une entreprise qui ait un caractère patrimonial assez fort, mais tout en restant ancré quand même dans la modernité d'aujourd'hui. C'est important aujourd'hui de préserver cette notion d'héritage, de conservation, de valorisation dont vous parlez un peu justement. Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qui sensibilise aujourd'hui ou ça se perd un peu? Je pense qu'aujourd'hui, ça revient petit à petit, cette volonté de garder un savoir-faire, de la valoriser, de le mettre en avant. Et c'est bien que certaines entreprises le fassent. Et pourquoi ça revient? Pourquoi le client a envie de ça? On le voit aujourd'hui dans plein de domaines. Je pense qu'on en a assez d'avoir des matériaux, entre guillemets, de mauvaise qualité qu'on jette. Donc, avec toute l'idée du recyclage aussi,
de pas vouloir. On veut des choses pérennes, en fait. Et c'est vrai que d'avoir autour de nous des objets anciens qui ont un passé fou, enfin, je veux dire, des objets du quotidien du XVIIIe siècle qui sont encore aujourd'hui dans un état impeccable et dont on se sert toujours, on se rend compte de la qualité des objets. Donc, quand quelqu'un vient chez nous commander un papier peint, il s'assure il a envie d'investir quelque part sur le long terme, et ce papier peint, il va le garder toute sa vie. On va pas acheter un papier peint pour dans 2 ans l'arracher et le remplacer. C'est un vrai choix, et c'est un choix à la fois d'avoir de la qualité, mais aussi d'avoir une partie du patrimoine français au mur. Aujourd'hui, on parle beaucoup du retour de l'artisanat, un peu des nouveaux artisans, c'est un petit côté tendance, alors qu'en 2012, quand vous vous êtes lancé, c'était peut-être pas le cas. Comment vous avez assumé en fait de ce travail à la main, d'aller travailler dans un atelier, alors que dans votre entourage, ça se faisait peut-être pas forcément? En 2012, je pense qu'il y avait déjà ce retour. Ça commençait un petit peu. On n'était pas dans le. Je pense pas qu'on était dans l'idée de le faire parce que ça se faisait. On était déjà dans un métier manuel, puisque finalement la restauration, même s'il y a un côté très scientifique et très étudié, enfin, c'est pas un métier que manuel, mais il y a quand même une dextérité de la main, le toucher avec les matériaux. On avait cette sensibilité-là, donc pour nous, c'était naturel de nous orienter vers quelque chose d'artisanal. Et puis, on a rencontré plusieurs personnes qui avaient du métier dans ce domaine, dans la décoration, et qui nous ont clairement dit que ce qu'on faisait aujourd'hui, il y a 30 ans, ça aurait pas plu, parce que les modes aussi changent, évoluent. Et aujourd'hui, les gens recherchent ça. Donc, on tombait pile au bon moment pour revenir à quelque chose de très artisanal, mais en même temps au goût du jour. Mais justement, à l'heure où il faut produire vite, être peut-être même un peu vite rentable, on est dans une société très snacking, zapping. Comment vous vous placez, vous qui avez un métier qui est quand même plus minutieux et plus lent, entre guillemets? Je pense qu'il y a une éducation à faire au niveau de la clientèle, et nos clients, les gens qui viennent, qui aiment notre travail, qui apprécient, comprennent complètement qu'ils ne puissent pas avoir leur papier peint dans la semaine. Et justement, ils sont tout à fait à même de comprendre que c'est comme c'est fait à la main, ça va être quelque chose de réfléchi voilà, il y a un temps impossible à compresser si on veut quelque chose fait à la main. Donc non, je pense que la plupart de nos clients sont conscients de ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans le travail manuel? Ce qui nous plaît dans le travail manuel, je pense que c'est le dessin, d'être libre de dessiner un petit peu ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de voir aussi imprimé, et la notion du temps aussi, qui peut être aussi parfois très long pour certains types d'objets que l'on doit peindre, et au travers de ce temps, du coup, le côté très contemplatif. Mais en même temps, toujours cette notion aussi, parce qu'on est une petite entreprise, cette notion du coup de pression que l'on peut avoir par rapport aux commandes, et le fait que voilà, on a un calendrier aussi toujours très serré. À tenir, ouais. Comment vous travaillez, vous échangez quand c'est ces moments de création? Vous travaillez dans le silence, en musique, vous êtes avec l'équipe, ou c'est vraiment des moments particuliers? Alors, on est une petite équipe, on s'entend tous très bien, il y a un côté très familial qu'on essaye de préserver, et je pense qu'on est très très souvent, on travaille dans la bonne humeur, et on parle de tout, on parle beaucoup. On aime aussi se retrouver le midi autour d'une table, on aime cuisiner. Il y a toujours une très bonne ambiance, et Chacun n'est pas dans son coin, dans sa bulle Non. créative. Non, pas du tout. On n'a pas du tout parlé encore de vos débuts. Alors déjà, la grande question, c'est d'où vient ce nom, Antoinette Poisson, à Paris chez Antoinette Poisson? Alors, à Paris chez Antoinette Poisson, à Paris chez, c'est tout ce qui va être sous le cartouche qu'on voit écrit sous les papiers dominotés. Les dominotiers signaient toujours la ville où ils travaillaient. Donc à Orléans, chez Sevestre-le-Blond par exemple. On a repris cette idée puisque ça signe notre travail.
Et Antoinette Poisson, c'est un clin d'œil à la marquise de Pompadour, qui a vécu au moment où le papier dominoté existe en France. Ces dates de vie en fait correspondent en gros à l'existence du papier dominoté en France. Alors vous, comment vous est venue l'idée de créer à Paris chez Antoinette Poisson? Comment vous vous êtes rencontrés? On a été diplômés de nos écoles respectives en 2006. Donc on était 3, Julie Stordio, Jean-Baptiste et moi-même, à s'être mis à notre compte à la sortie de nos études. Et Jean-Baptiste s'est spécialisé dans la restauration de papier peint ancien. Et pour la restauration donc de papier peint dans des demeures historiques, il a eu besoin de main-d'œuvre pour l'aider. Et on s'est retrouvés de nombreuses fois avec lui à restaurer des papiers peints in situ. Et puis, un jour, on a eu besoin de restaurer un papier peint dans une de ces maisons. Il s'agissait d'un papier dominoté qui était très lacunaire sur les différents murs de cette demeure historique. Et on a eu besoin, du coup, de reproduire ce motif. On n'a pas réussi à trouver quelqu'un qui était capable de le faire avec les matériaux que l'on souhaitait. On a voulu le faire nous-mêmes. On a essayé de trouver le bon papier. On a essayé de trouver une manière d'imprimer et on l'a fait. On a trouvé ça tellement merveilleux et un résultat assez atypique et vibrant parce que chaque feuille est différente et sont collées les unes aux autres sur le support. Le résultat était tellement beau qu'on a eu l'idée de partir dans l'aventure et de créer notre société. Votre enseigne. Quel début, quel souvenir vous gardez de vos débuts, justement? Parce qu'entre avoir l'idée de se lancer, puis après de se lancer, puis en plus vous étiez 3, comment ça s'est passé? On était plutôt dans le domaine de la restauration, donc on avait déjà un réseau de conservateurs, notamment autour de nous, de gens du métier, puisque le papetier avec qui on travaille aujourd'hui, le Moulin du Verger, à Angoulême, c'est un papetier qu'on connaissait, avec qui on travaillait. On a toujours été entrepreneurs, en fait, parce qu'on était à notre compte en tant que restaurateur du patrimoine. Donc, il n'y a jamais eu cette peur de ce qui va arriver après. En fait, on a toujours avancé en croyant en ce qu'on faisait. Voilà, on n'a pas vraiment peur d'entreprendre quelque chose et puis de se dire, bon, de toute façon, si ça nous plaît, ça plaira certainement à d'autres. Et puis, on va avancer comme ça. Et comment vous avez été accueillis dans le monde de la déco, du papier peint particulièrement? C'était très nouveau, même si c'est une technique ancestrale, c'était renouveau. Les amateurs de papier dominoté ont été ravis que tout d'un coup on s'intéresse à ce support et qu'on retravaille ces matériaux. Enfin, le papetier avec qui on travaille a été ravi aussi puisque tout d'un coup son moulin se remettait à fabriquer en série du papier, ce qui n'était plus trop le cas. Et le fait de tout de suite présenter notre travail à Maison et Objets nous a en fait exposés à l'international. Donc tout de suite, on a des gens sensibles à notre travail, mais pas seulement en France, puisque en France, on est un peu frileux. On attend de voir qu'il y ait de la presse, on attend de voir qu'on parle de nous pour s'y intéresser. Et on a eu tout de suite des clients américains, comme John Darien à New York, par exemple, qui nous a immédiatement fait confiance, a aimé notre travail et nous a permis de nous mettre en lumière, notamment à New York. Et comment vous travaillez ensemble? Est-ce que vous faites le même métier au quotidien ou vous avez des rôles qui sont un petit peu plus répartis? On fait tous un peu de tout, comme on le disait tout à l'heure. Après ça, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, chacun a une direction plus claire. Jean-Baptiste a un relationnel clientèle assez présent, administratif aussi. C'est vrai que je travaille un peu plus pour les collaborations avec les marques, tout ce qui est un peu plus direction artistique, même si on travaille tous les deux vraiment en binôme pour les dessins. Sinon, toute la journée, on échange et on travaille d'un commun accord. Le travail manuel, c'est la semaine. Or, ça peut être un loisir pour certains qui font ça le soir ou le week-end. Vous faites quoi pour vous détendre le soir ou le week-end?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on travaille assez tard, donc la frontière entre le travail et la vie et la vie de tous les jours est un peu mixée. Hein. On est un petit peu à 200% dans ce qu'on fait. Oui, je dois dire que, je sais pas, la cuisine, par exemple, une petite bouffée d'oxygène. Vous aimez cuisiner, vous, c'est ça? Oui, on aime tous les deux la gastronomie, on aime tous les deux cuisiner et déguster. Vous vouliez faire quoi petit? Est-ce que ça tournait déjà autour de ce type de métier? Oui, je pense qu'un travail manuel, c'était sûr que j'allais faire ça. De mon côté, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours dessiné. Mon grand-père m'avait offert ma première boîte d'aquarelle à 10 ans, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours. Je pense que toi aussi, Jean-Baptiste, tu as toujours dessiné et tu as fait directement un lycée d'art appliqué dès la seconde. Voilà, je pense que c'était tracé, nous allons dire. Est-ce qu'il y a des artistes, des créateurs qui vous inspirent? Il y a beaucoup de choses qui sont inspirantes, à la fois sur des objets anciens. Hein. Par exemple, une promenade un peu, on va dire, hebdomadaire va être d'aller au marché aux puces, de voir tout le temps ces objets anciens, l'architecture d'intérieur, mais à la fois aussi des artistes vivants qui vont pas forcément dans le domaine de la décoration, mais qui sont dans la même veine, dans la même sensibilité que notre travail, qui travaillent un petit peu dans le même esprit. Alors qui, par exemple, si vous deviez faire un dîner avec 6 invités, exceptionnels ou pas, vivants encore ou pas, ce serait qui? C'est une drôle de question. Monique Duvaux, déjà, avec qui on partage beaucoup de choses au niveau culinaire et qui est une personne très inspirante. On aime beaucoup depuis quelque temps l'artiste Clara Luciani, qu'on suit beaucoup et qu'on apprécie énormément, voilà, qui est très sensible, très accessible et qui est venue nous rencontrer dans notre atelier, qui était adorable. Catherine Deneuve. Ah ouais, pourquoi? Je pense que c'est quelqu'un de très drôle déjà, et puis qui apprécie les bonnes choses de la vie et la décoration notamment. Et une petite dernière? Et pourquoi pas la marquise de Pompadour, finalement. Et chez vous, c'est comment ça? Est-ce que ça ressemble à cet univers très 18e ou pas forcément? Alors, on va pas dire qu'on met du papier peint partout. Ça, c'est pas le... À Paris, c'est plutôt un mélange quand même de papier peint mais d'objets plus contemporains. Des artistes voilà, qu'on rencontre au fil de nos découvertes, ou des gens qui viennent nous rencontrer ici ou qu'on rencontre ailleurs. Puis voilà, petit à petit, on a des objets comme ça, des dessins, des lithos, des photos contemporaines. Et à la campagne, c'est une maison très ancienne du XVIIe siècle. Et là, on s'amuse à mettre des meubles haute époque avec des choses très typées, des tapisseries, voilà, des choses un peu... Mais en épurant un petit peu, quoi, sans faire une reconstitution. Mais... À quel âge vous avez trouvé votre style? C'est pas évident, hein, pas forcément un âge, mais est-ce que ça s'est affiné au fur et à mesure ou c'était un goût pour l'ancien assez tôt? Non, je pense que c'est un goût pour l'ancien assez tôt, mais toujours un goût, je pense, plutôt dans tout ce qui est mobilier populaire, les choses très simples, les formes simples. On parlait d'Arte Povera tout à l'heure, mais c'est un petit peu ça, toujours, où on ressent l'empreinte de la main. Toujours. Et dans un style plutôt 18e, que ce soit Jean-Baptiste ou moi, je pense que c'est vraiment la période qui nous inspire le plus. Et quelle est votre pièce préférée chez vous? Est-ce qu'il y a un endroit qui vous ressemble particulièrement? Oui, je pense que c'est la même pour nous deux. Je pense que c'est la cuisine. Pourquoi? Toujours pour cette notion de partage. Notion de partage et de convivialité, oui. Et quel est votre dernier achat déco? Le dernier achat déco, je pense que c'est une tapisserie d'Aubusson qu'on a acheté chez un antiquaire. Et est-ce qu'il y a un achat que vous aimeriez faire, dont vous rêvez?
Il y a toujours cette envie de se rapprocher de l'histoire et de personnages. Et là, il y a eu récemment une vente aux enchères de mobilier avec beaucoup de meubles ayant appartenu à la Pompadour. On ne s'est pas rendu à cette vente. Mais c'est vrai que d'acheter un fauteuil ou une duchesse brisée, par exemple, ayant appartenu à la Pompadour, il y a un côté magique à la fois de la beauté de l'objet et de l'appartenance en fait historique, du lien qu'il y a pu avoir avec un personnage incroyable, quoi. Alors on va terminer avec les questions à Watt 1000 qui ont un lien avec votre dernière réponse. Donc question à 8,90 €, le prix d'un loup que les femmes portaient souvent au XVIIIe siècle. Est-ce que vous savez si Louis XV a eu plutôt 5, 8, 12 ou 16 maîtresses ? À mon avis, plutôt 16. Oui, parce que donc la marquise de Pompadour dont vous parlez était la maîtresse de Louis XV, et parmi les plus connues, il y a eu la comtesse de Mailly, la comtesse de Vintimille, la marquise de la Tournelle et la comtesse du Barry. Question à 7,90 €, le prix d'un jeu de domino. Est-ce que vous êtes donc domino par rapport à vos dominos, est-ce que vous êtes le genre à jouer au domino le dimanche, à regarder Domino, le thriller de Brian De Palma, à cuisiner sur un domino, à commander Domino's Pizza ou à vous promener à Domino, une ville du Texas? Je pense que ce sera plutôt cuisiner sur un domino, oui. Et question à 28 €, le prix d'un cahier Antoinette Poisson, petit format. Quelle est la différence entre une feuille et une page? Est-ce que vous savez quelle est la différence entre une feuille et une page? Une feuille est libre, une page est dans une reliée. En fait, non, une feuille, c'est 2 pages. Une au recto et une au verso. Un livre de 200 feuilles, ça comporte 400 pages. Je l'ai découvert hier, je vous mets à l'aise. D'accord. Bon, merci beaucoup Jean-Baptiste, merci beaucoup Vincent. Merci. À toi. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Luluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.